Bonjour, bonjour à tous. Très heureux de retrouver toutes les têtes connues et les nouvelles. On a planté le décor avec Cécile Courrèges et nos amis de l'International. On a entendu des chiffres, on a entendu des concepts aussi, des analyses, quelques solutions déjà, mais on va y revenir bien sûr. Alors on est un peu plus franco-français, mais je crois que ce qui va être dit peut avoir aussi des prolongements très importants à l'international et des facteurs communs avec ce qui se passe dans d'autres pays. Alors, vous avez à peu près tout ce que le système français compte de responsables parmi les acteurs de santé dans cette table ronde. Alors, il y a 4 présidents que je présenterai au fur et à mesure. Et puis, il y en avait un qui n'était pas président jusqu'à présent. Et ça y est, il est arrivé. Il est à la fois à la retraite, mais il est devenu président de l'ANAP depuis quelques semaines. Et c'est par lui que je vais commencer. Parce que, Dominique, on a fait le constat sur l'accès à l'offre de soins. On commence, on va le dégrossir et on va l'affiner pendant ces 2 jours. Et évidemment, on a besoin de l'approfondir. Mais la question que j'aurais te poser avec ce que tu as, ton expérience professionnelle, ta vision à la fois de directeur d'hôpital, quand tu étais à la Fédération des centres anticancéreux, et puis cette année, ton septennat passé à la HAS, finalement, c'est l'affaire de qui ? C'est l'affaire des pouvoirs publics, c'est l'affaire des acteurs du système, ou c'est peut-être l'acteur tout simplement des patients eux-mêmes? Oui, tu as raison que le qui est certainement la question centrale. En tous les cas, c'est plus important que le quoi. On a vu tout à l'heure Béatrice Fermont en introduction, puis la première table ronde a montré qu'on est, comme le disait Cécile Courrèges, tous à peu près alignés sur. On sait à peu près ce qu'il faut faire. Tout le monde veut faire à peu près la même chose. Et la question, c'est le comment qui renvoie à la trajectoire et du coup au qui, parce que le comment se fait avec le qui. Donc, dans cette triangulation, moi, il me semble qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'ovni qui est arrivé et à qui il faut donner sa place. Il faut lui donner sa place dans les rencontres. C'est ce petit codicile de la loi de financement de sécurité sociale pour 2018, qui est cet article 51 dont a parlé la ministre à l'instant. C'est plus qu'un article de la loi. Cécile le disait tout à l'heure, c'est une forme de rupture culturelle qui regarde la norme, en regard du principe de l'égalité, crée un espace transitionnel d'expérimentation qui est aussi une forme de lâcher-prise de l'État central régulateur. C'est pas si évident que ça de l'accepter. Et en fait, la main, et pas de façon incantatoire, et pas dans l'affichage, peut être aujourd'hui donnée aux acteurs s'ils la prennent. On est au tout début, le cadre référentiel est en train de se mettre en place, mais on voit déjà qu'un certain nombre d'initiatives, j'ai vu que du côté de la FEAP, il y a des annonces qui sont faites, je sais qu'il y en a bien sûr dans d'autres fédérations. Je pense qu'il faut vraiment marquer le coup. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une nouvelle culture de l'approche entre les régulateurs et les acteurs. Alors, il faut pas faire de l'angélisme. Le régulateur a quand même là-dedans une préoccupation. Ça sera la contrainte de l'efficience. Et le primat, ça a été dit aussi tout à l'heure, de l'évaluation. Il y a effectivement un champ très large, toutes les formes de prise en charge, toutes les innovations, ça va jusqu'au modèle de financement. C'est très large, c'est un très large champ qui ne doit pas être celui de la bricole, qui doit être celui aussi d'expérimentation qui vont aller vers la capitalisation et, il faut oser le mot, l'industrialisation. C'est-à-dire que si on déroge en bricolant tranquillement dans son coin, c'est gentil, c'est sympathique, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Expérience HAS vécue d'un autre article 51 qui continue toujours sa petite vie, c'était celui des coopérations entre professionnels. Il s'est un peu perdu en chemin parce que justement, c'était de belles histoires, mais des histoires locales. Nous, on appelait ça des moutons à 5 pattes. On avait beaucoup de mal. Il y a eu
bon, il y a environ 25 protocoles 51 qui ont été circulants dans l'ensemble du pays. Mais si on veut vraiment aller plus loin, là, il faut avoir d'emblée la préoccupation de cette forme d'industrialisation. Alors, tu dis les patients. Bon, alors là aussi, il faut éviter d'être incantatoire. Moi, je dirais que la première chose sur les patients, je vais renvoyer à ce qu'a dit la ministre tout à l'heure. Moi, ça m'a fait, évidemment, j'ai souri intérieurement parce que ça renvoie à un dialogue qu'on a eu, puisque nos amis québécois sont là, que le ministre français de la Santé parle du modèle de Montréal. Bon, voilà, on avait fait un colloque là-dessus. Alors, si je donne une petite anecdote, la dernière déplacement qu'a fait Agnès Buzyn en tant que présidente d'HAS, c'était chez Luc Boileau à l'INES, la semaine juste avant sa nomination. Ce qui fait que Luc me téléphone quelques jours après et me dit « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Je me suis fait engueuler par mon ministre parce que il m'a dit « Tu m'envoies la ministre de la Santé et tu me préviens pas. » Alors, on ne savait pas. On savait pas qu'elle était encore ministre. Voilà, donc côté patient, effectivement, la première dimension, c'est l'expérience patient. Patient centré, tout ce qu'on veut, tous les termes, dès lors qu'on accepte de décaler le système et décaler son point de vue vers la perception du patient. Il y a déjà des acquis. On a, nous, à l'HAS, j'en parle, je dis encore nous, j'y suis encore pour 3 jours de directeur intérimaire et un petit mois de tuilage. On a ISATIS, c'est une base. La ministre a dit qu'elle veut qu'on élargisse notre réflexion sur l'ensemble du champ, y compris celui du médico-social et des EHPAD. Il y a les PROMS, les PREMS. C'est ça la révolution. La première révolution, c'est de faire dans la santé ce qui s'est fait dans tous les champs de l'action collective, c'est de mettre le patient, le client au centre du dispositif et pas uniquement de façon incantatoire à partir d'indicateurs, à partir d'une réalité. Pour moi, c'est ça la priorité. D'accord. Innovation et puis un peu co-construction. On voit qu'on est 50 ans après 68, donc c'est bien, on rajeunit. Frédéric, j'ai presque envie de dire Madame Frédéric, puisqu'on nous reproche de ne pas être assez féminin, mais enfin bon. Frédéric, l'hôpital public en France, qui a toujours dit qu'il était le lieu qui était ouvert toujours de jour et de nuit, qui est ouvert à tout le monde, et pourtant on n'arrête pas de pointer les difficultés d'accès. Est-ce que d'abord ça s'est amélioré depuis quelques années, de ton point de vue, ou est-ce qu'au contraire les difficultés sont croissantes ? Alors, beaucoup de questions dans la question. L'accès aux soins, d'abord, l'accès aux soins, ce n'est pas que la question de l'hôpital, même si c'est majoritairement la question de l'hôpital. L'accès aux soins, c'est la question de notre système de santé et de ses dysfonctionnements en général et de la place de chacun des acteurs. Et que le premier accès aux soins, ça passe normalement par le généraliste. Et que si l'hôpital aujourd'hui est pointé du doigt parce qu'il y aurait des personnes âgées sur des brancards qui attendent trop longtemps aux urgences, voient qui dorment certaines nuits, etc., les images que l'on montre, on focus un peu sur l'hôpital, parce que j'allais dire, c'est facile de focuser sur l'hôpital, mais on oublie de regarder la responsabilité de l'ensemble des acteurs. Donc, à la question, est-ce que le sujet de l'accès aux soins est plus problématique aujourd'hui en France qu'hier ? Très clairement, je pense que oui, très clairement. Il y a des études qui le montrent, scientifiques, mais il y a aussi le constat de territoires en carence qui sont de plus en plus nombreux. Enfin, c'est l'ARS Île-de-France qui a sorti une carte il y a 10 jours qui montre que 76% de la population francilienne, 10 millions d'habitants, est réputée vivre en zone sous-dotée en offre médicale. Et ce n'est pas que l'offre hospitalière. Donc, bon, il faut... je sais bien que quand on parle de santé, on va toujours tout droit vers l'hôpital. C'est bien, ça prouve qu'on nous aime tellement qu'on s'intéresse d'abord à l'hôpital. Mais l'hôpital, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, et ça ne doit surtout pas être l'alpha et l'oméga du système de santé. C'est un élément structurant de la chaîne de soins, la chaîne de prise en charge, mais voilà. Donc, mais ton constat, c'est quand même que la situation s'est dégradée. Ah ben, je pense que j'espère ne pas être le seul à pouvoir dire ça. Non, mais on l'a dit tout à l'heure, et les comparaisons assez partagé, et il faudrait être autruche ou vouloir faire l'autruche plutôt pour penser le contraire. Donc la situation c'est malheureusement dégradée, mais elle s'est dégradée par un délitement de ce qu'est
l'organisation de l'offre de soins par des mauvaises habitudes qui ont été prises, par une série de phénomènes sur lesquels on peut revenir, mais que l'on connaît bien, qui ont été étudiés. Maintenant, il faut arriver à faire bouger les lignes. C'est aussi un milieu de conservatisme, le milieu de la santé, avec des acquis, avec des situations juridiquement acquises, financièrement favorables, etc. etc. Et faire bouger les lignes, créer des coopérations nouvelles, ça demande effectivement qu'on revoie le rôle, la place, le champ d'intervention de chacun. Ce que je note, et je suis assez d'accord avec Dominique, c'est que les esprits bougent. Moi, je lis des interviews du président de l'Ordre des médecins sur des sujets qui sont assez nouveaux, sur la problématique de l'installation des médecins. C'était il y a 2-3 ans, mais il en parle de plus en plus. Sur la responsabilité des médecins libéraux dans la question de la permanence des soins. C'était une interview il y a 2 jours dans le journal L'Opinion. Voilà, et donc on voit qu'il n'y a pas que lui. Nous, on parle d'ouvrir les hôpitaux plus largement, la médecine de ville autant que possible. On parle de travailler étroitement, pas trop étroitement parce qu'il est imposant, mais étroitement avec les cliniques privées. Enfin, on voit bien qu'il y a des modes de fonctionnement, enfin des perspectives de fonctionnement demain qui abordent de la part des acteurs des champs nouveaux où chacun sort un peu de sa vision très en silo du système de santé. Même question à Antoine. Alors d'abord sur le constat quand même, est-ce que tu partages le sentiment de Frédéric? Et puis Dominique l'a cité, la FEAP a pris une initiative ces derniers jours en sautant, j'allais dire, sur l'article 51 en disant que c'était aussi le bon vecteur pour faire bouger les lignes. Alors sur le constat, il est partagé. Je ne suis pas capable de donner les indicateurs précis parce que ça dépend effectivement des territoires, ça dépend, c'est pas de la totalité de la France qui est traitée de la même manière. Je pense qu'effectivement, il y a 2 zones qui sont très touchées, qui sont les zones très rurales et les zones très urbaines, qui sont touchées par l'accessibilité. Certainement, l'accessibilité s'est dégradée dans ces zones-là. Mais je n'ai pas d'indicateur précis. Moi, à titre personnel, je n'ai pas d'indicateur précis. Je pense que le constat est, semble-t-il, partagé. Donc entre guillemets, il est vrai. Bon. La question, c'est de savoir, faut-il bouger? Parce que finalement, on dit il y a un constat, mais faut-il bouger? Et on se rend compte que les réponses sont quand même, au-delà de l'incantation, les réponses sont pas aussi évidentes, parce qu'on part d'un système qui existe, qui est stable, avec des situations acquises, Frédéric l'a évoqué, et on va vers l'inconnu. Inconnu avec des dimensions financières considérables, 200 milliards d'euros de la consommation, des dimensions sociales et sociologiques qui sont dans l'inconnu. Alors la question, c'est de savoir, il faut faire, à mon avis, un peu de sociologie des organisations, en se disant qui sont les parties prenantes dans cette évolution souhaitable, et les mettre sur la table. Bon, il y a une partie prenante, première partie prenante, qui est politique. Dans les politiques, il faut bien dégager 2 types de politiques. Les politiques spécialistes de la santé et les politiques généralistes, qui ont des positions différentes sur les territoires. Je ne vais pas donner de solution, mais en disant bien les enjeux de ces parties prenantes. Ensuite, dans les parties prenantes, il y a les professionnels. Dans les professionnels, là aussi, il y a 2 types de professionnels. Il y a les professionnels médicaux, profession médicale, médecins en particulier, mais aussi avec l'indistinction entre les libéraux et les salariés. Et puis, il y a les professionnels gestionnaires, qui ont des positions qui sont aussi les parties prenantes. Et puis, il y a une 3e partie prenante qu'on met en valeur de plus en plus, qui sont les patients. Sachant que les patients, c'est la population. Et dans la population, il y a aussi 2 types de positions. Il y a ceux qui sont patients et ceux qui sont de la population. Et je crois que c'est parmi... Alors j'en ai peut-être oublié les parties prenantes, mais c'est dans ces parties prenantes qu'il faut essayer de déterminer où sont les points de blocage, où sont les éléments sur lesquels on peut appuyer. Prenons l'exemple parallèle à nous, qui n'est pas tout à fait les mêmes, celui de la SNCF. On voit bien que
le système est tel que ce qui fait bouger les choses, c'est que la CNCF, en tous les cas ces syndicats, ont perdu la partie face à la population. Quoi qu'il advienne, quelles que soient les grèves de 3 mois, etc., le gouvernement dit qu'il ne tiendra pas, mais il ne tiendra pas parce qu'il sait que la population n'admet plus cette situation. Ce n'est pas notre cas. Donc il faut bien, je crois, analyser donc, les parties prenantes, justement, et voir où sont les points de blocage et où sont les points d'appui. Voilà, je n'irai pas plus loin. Lamine, qu'est-ce que vient faire le privé dans l'accès aux soins, finalement? Alors, Ils n'ont qu'à venir, les patients, et payer. Et puis c'est tout. Alors déjà, il fait beau, c'est le printemps, on va être positif. Hein. Parce que là, autour de la table, il y a 3 présidents de fédération, donc on représente toute l'hospitalisation. Ah oui, je sais, le président des médecins, tous mes clients. le président des médecins, tous les médecins du RPS, et la NAP qui va nous donner des sous pour qu'on s'améliore. Malheureusement, des méthodes seulement. Voilà, des méthodes. Alors, on va positiver. Alors oui, quand je vois dans tes hôpitaux un célèbre médecin urgentiste expliquer que c'est la catastrophe, qu'effectivement c'est indécent d'avoir des grands-pères et des grands-mères qui attendent, on se dit, mais quand on regarde nos services d'urgence, oui, 130. On n'est pas submergé. Hôpital en tension, on reçoit les informations de nos ARS, on répond, parce que ça marche bien. Ça, tu es immédiatement averti de l'hôpital en tension de ton ressort. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est impatient. C'est pas pour ça que la régulation va nous envoyer dans nos services d'urgence, qui sont aussi... Hier, on m'a expliqué qu'on n'avait pas de médecine dans nos cliniques. Ben, c'est pas vrai. On a de la médecine, parce que tu peux pas avoir d'urgence sans médecine. Tu peux avoir des urgences sans chirurgie, mais pas sans médecine. On ne fait pas appel à nous. Alors, c'est vrai que l'image du patient qui vient chez nous, qui a la carte vitale Gold Platinum, faut arrêter, hein. Parce que tu as les mêmes, toi, en secteur libéral. Donc, faut arrêter. C'est les mêmes. Mais par contre... on a une difficulté, c'est que si tu sors ici, même à Nice, tu sors dans la rue, tu demandes est-ce que le public coûte plus cher que le privé? On va te répondre non, c'est le privé qui coûte plus cher. Ce qui n'est pas vrai, collectivement. Mais individuellement, oui, parce qu'il y a des dépassements d'honoraires, parce que franchement, les médecins, c'est pas bien ce que vous faites, le dépassement d'honoraires. C'est pas bien, il faut arrêter ça. C'est pas bien, c'est clair pour tout le monde. Donc, Lamine, tout à l'heure, nos amis québécois nous ont dit que en moyenne, moyenne, je ne sais pas, mais ils pouvaient toucher jusqu'à $1 million canadiens. Alors, j'ai fait le calcul quand même. Au taux de ce matin, c'est 624 901 € par an. Oui, c'est les petits joueurs. Hein, c'est les petits joueurs. Ouais, voilà. C'est les petits joueurs. Bon, mais ils payent la scolarité de leurs enfants. Hein. Bon, voilà, mais c'est peut-être qui fait la différence. Donc, nous, notre difficulté, c'est effectivement le reste à charge zéro. Donc, on milite pour ça. Donc, l'Optam prend ses marques. Aujourd'hui, on en est ravis, quoi. Voilà, parce qu'effectivement, même les irréductibles qui étaient en 2012 devant le ministère pour aller crier, d'ailleurs j'y étais avec, hein, pour aller crier contre cette régulation, aujourd'hui ils signent dans l'Optam, et c'est bien parce qu'on va avoir un reste à charge zéro. Après nos champs particuliers, on va essayer de les gérer. Donc ça c'est bien, reste à charge zéro, comme ça chaque patient qui rentrera chez nous, non pas en urgence mais en programmé, parce qu'en urgence il n'y a pas de dépassement, mais ça on ne le sait pas. Quand un patient vient dans nos services d'urgence, il dit mais qu'est-ce que je vais payer, combien je vais payer? Tu vas rien payer, c'est comme à l'hôpital. Et ça, on a du mal à le faire passer. Donc, il faut que tu m'aides, là. Bon, ben voilà. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides et que les 18 millions de patients que tu prends en urgence, nous, on en prend 3. Voilà. Il y a une bonne marge de progression pour nous. Toi, tu en as trop, nous, pas assez. Donc, on va s'entendre. Après, on me fait sourire. On me dit, l'installation coercitive, la ministre a dit ce matin, non. OK. Non. Il y a une forte pression, quand même. Hein. Oui. Moi, je suis pharmacien. Moi, je suis pharmacien de formation. J'ai le diplôme, on va dire. Et je suis né avec l'installation sur les territoires de 1500 habitants. Ça protège quand même de la concurrence. Dans les cliniques aussi, on est protégé parce qu'on ne peut pas ouvrir une clinique comme on veut. On peut ouvrir demain des centres de soins non programmés et je pense que c'est aussi l'avenir. Mais je pense que si les médecins étaient sur un territoire régulé, mais là, quand je dis ça, en plus il y a une caméra là, avoir 2 caméras, je vais avoir tous les syndicats médicaux sur le dos demain. Alors je vais modérer mes propos et je vais peut-être les inciter à faire en sorte que ce soit sur un territoire. Et peut-être que leurs cabinets reprendront une valeur qui n'existe plus aujourd'hui. Après, tu me le disais Philippe, la semaine dernière, on ne parle même plus de permanence de soins la nuit ou les week-ends, en termes de difficultés pour trouver des médecins, parce que ça, il n'y en a plus. Tu me disais que tu avais des difficultés pour le 17-20, le 17h à 20h. Alors, il ne faut pas s'étonner, pendant des années, on a tapé sur les médecins.
à les décrédibiliser, à les maltraiter. Il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, ils se disent ben, je fais comme tout le monde et je profite de la vie. Lundi, nous, on le voit, C'est nos parce jeunes qu'ils sont chirurgiens. tous en 5 à 7 Non, enfin non, Là. quand même. Ah bon, Ne tu me rentre pas rassures. sur un sujet délicat, tu le sais. Allez. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Et c'est pas bon parce que c'est pas le lieu. Nos jeunes C'est chirurgiens, on le interdit voit, bientôt. c'est lundi, mardi, jeudi, les promo opératoires. Le mercredi, ben, un peu moins, et le vendredi, non, parce que le samedi, il faut faire la visite et c'est compliqué. S'il y a des chirurgiens, je m'en excuse, mes propos sont caricaturaux quelquefois, mais toujours empreints de réalité, et c'est toujours dit avec affection. Après, on m'explique que l'article 51, c'est la panacée. Ah, je suis mort de rire. Article 51. Parce que quand on lit au niveau des ARS, concrètement comment ça va se passer, à partir d'aujourd'hui, on a 18 mois pour déposer un dossier. Et dans 18 mois, les ARS vont donner une réponse Non, sur... mais ça, c'est parce que tu es du Midi et que toi, 51, ça te fait tout de suite penser à un pastis. Oui, mais moi, je suis de Montpellier et pas de Marseille. Alors, bon, c'est vrai, oui. mais Pardon. Voilà, moi, c'est plutôt les vins rosés, parce qu'ils sont morts aussi du côté de Montpellier. Donc, l'article 51, on y croit tous, voilà, parce que c'est la loi, qu'on est respectueux et gentil. Mais avant que ça fasse ses effets, et avant qu'on arrive à trouver un vecteur d'économie et de parcours de soins, lui, c'est plus facile. Il gère tout le monde. Il gère les médecins, les personnels médicaux, non médicaux, les gens la nuit, oui, et ton couplet, la dernière lumière allumée avec la petite larme qui arrive à la télé, on le connaît par cœur, tu le fais très bien, mais je peux le faire aussi. Il gère tout le monde. Nous, on doit gérer en plus, enfin si je dis ça, déjà, je ne suis pas en phase. On doit composer avec les médecins libéraux, avec les paramédicaux qui sont également libéraux. Donc avant qu'on arrive à se mettre d'accord, on va y arriver. Mais c'est plus compliqué que lui. Bon, toi. on sait quand on donne le micro à la mine, on a du mal à le retirer. Bon, Philippe, d'abord, merci d'être aux rencontres de Nice. J'allais dire presque de la Baule, mais c'est Didier qui tout à l'heure a parlé des rencontres de la Baule. Tu es l'organisateur principal des rencontres de la Baule, où il y a tous les médecins libéraux. Un certain nombre d'entre nous y sont aussi. Et on voit déjà, après 2 heures de ces rencontres de Nice, la complémentarité entre les deux. Mais ta présence est évidemment indispensable. Alors, tu représentes tous les médecins plutôt libéraux de France, même si dans les URPS, il n'est pas exclu que vous ayez aussi une petite responsabilité sur tous les médecins, pas seulement les libéraux. Mais il y a 20 ans, l'accès à un médecin libéral, et notamment un médecin généraliste, c'était la norme. C'était vraiment le plus naturel. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'exception. Comment on en est arrivé là et quelle responsabilité, vous, les URPS, vous portez dans cette dégradation ? Alors merci d'abord de l'invitation et c'est avec plaisir que je suis présent ici. La deuxième chose, c'est quand on demande de tirer des leçons de l'histoire à quelqu'un, on peut le prendre bien ou se dire que déjà le temps a passé rapidement. Je pense qu'il y a eu des dates très importantes dans l'évolution du système de santé. La première, ça a été l'évolution de l'internat dans le milieu des années 80. La deuxième, ça a été le MICA entre 95 et 2005. La troisième, c'était la Convention 2000. Je pense que c'est des dates qui ont marqué sur le plan de l'évolution du système de santé depuis maintenant 20-25 ans. Et les résultats sont maintenant visibles. Bon. La première, cette date de modification des choix en fait de carrière a été extrêmement importante parce que ça a emmené toute une génération dans des spécialités qui ne voulaient pas forcément réellement pratiquer par passion, parce que ce métier se pratique avant tout par passion, mais en regardant ce qui se passait au niveau des revenus. Et je regrette, mais on n'est pas ophtalmo à rester 24 heures sur 24 dans une consultation d'ophtalmo si on est fait pour un métier de liberté, un métier de visite médicale dans la campagne. C'est pas vrai, quoi. Je veux dire. Donc ça a emmené la population médicale dans un corner dont elle n'est jamais vraiment ressortie après. La deuxième date, donc le MICA, ça a été l'incompétence des pouvoirs publics à prévoir ne serait-ce que le niveau zéro de l'évaluation des besoins de soins, qui est la démographie médicale. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette mise en place de MICA ? D'abord, on nous a dit, vous êtes trop nombreux, il faut que vous partiez à la retraite anticipée. OK, d'accord. Mais la deuxième chose, c'est que ce sont d'abord les médecins qui assuraient des gardes qui sont partis.
Et là, vraiment, il y a eu un problème, quoi, un problème de désorganisation du système. On l'a vu jusqu'à la fin du processus, c'est-à-dire jusqu'en 2005. Après, il y a eu la Convention de 2000 qui a acté la fin de la visite. Du moins, le déremboursement de la visite, ce qui a impacté donc l'activité de chacun. Tout le monde s'est retourné vers la consultation, mais je regrette, tout le monde n'est pas capable de faire des heures et des heures de consultation par jour, et je trouve que c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui sont saturés au bout de 3 heures de consultation, il y en a d'autres qui arrivent à garder leur jugement jusqu'à 10-12 heures. Ben, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il le souhaite. C'est vrai que la rupture dans la journée avec les visites permettait d'avoir une soupape de sécurité qui faisait que, paradoxalement, on travaillait un peu plus, quoi. Bon, et puis après, donc, ces dates sont extrêmement importantes, mais il y a d'autres choses qui sont très importantes. Oui, mais ces ruptures, elles ont été, tu as l'air de les regretter, mais en même temps, elles ont été presque demandées. J'y viens. Les responsabilités sont totalement partagées par tous les acteurs. Ça, c'est ce que... Bon, vraiment, il n'y a pas une catégorie politique, sociale ou professionnelle qui ne soit pas responsable de cette évolution. Je vais commencer par les unions régionales, hein, puisque bon, donc je les représente, donc je pense que le mieux est de balayer devant sa porte. Les unions régionales, en 1994, ont été mises en place pour l'évaluation des besoins et l'évaluation des pratiques. L'évaluation des pratiques... Je plaide non coupable parce qu'il y a eu tellement de modifications depuis du système que vraiment on s'y retrouve plus. Mais l'évaluation des besoins, on n'a pas été clairement capable de mettre en place une évaluation des besoins qui soit cohérente et qui soit productive pour le système de santé. Ça, c'est le premier point. Les syndicats, on va continuer sur le professionnel, les syndicats ont accompagné un mouvement sans réellement avoir de vision de ce qui se passerait, de ce qui se passera une fois la signature séchée, l'encre séchée. Donc je pense que vraiment, alors c'est facile d'accompagner un mouvement, c'est difficile de prendre ses responsabilités et de donner un cap à une profession. Donc ça, c'est le deuxième point. Les politiques, ça a été très bien dit tout à l'heure. Les politiques, il y a une différence entre les politiques de Ségur et les politiques, les maires de France qui demandent un médecin sous chaque clocher. Bien évidemment, il y a vraiment des différences énormes dans les demandes en matière des politiques. Et au niveau de la CNAM, je pense que les institutions CNAM et ministères n'ont pas accompagné l'innovation en santé, l'innovation du système comme ils auraient dû le faire. Il y a toujours une frilosité, parce que la frilosité est normale, étant donné qu'il y a derrière des conséquences budgétaires, la ligne de droite de notre ami Paul Garassus. Donc il faut absolument bien penser que chaque modification, ben, ma foi, va avoir comme conséquence un dérapage budgétaire. Alors je vais terminer sur 3 choses. Je pense que il n'y a pas d'évolution dans le système de santé, il n'y a pas d'évaluation dans le système de santé. Il n'y a pas suffisamment d'évaluation. Je pense que l'approche populationnelle est obligatoire. Hein. Ça, c'est la deuxième des choses. L'évaluation du système de santé doit amener des changements, et ça, c'est la troisième chose que je voulais dire, des changements limités. Je pense qu'on est trop parti depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années dans « j'ai la solution, je vais modifier violemment le système de santé ». Moi, j'avais dit, fut un temps, on avait quand même eu des lois successives. On était parti comme un peu l'éducation nationale, hein, avec des changements qui étaient des changements à 90 degrés. Donc, je pense qu'il faut des changements beaucoup plus modérés, avec des évaluations beaucoup plus en temps réel, de manière à éviter les grands chambardements. On a devant nous l'intelligence artificielle qui va complètement modifier les métiers, qui doit modifier la formation médicale initiale et continue. Hein. On ne sait pas de quoi nous allons avoir besoin en matière de médecins dans les 10 prochaines années, et un médecin, ça met 10 ans à se former. Merci Philippe. Bon, constat partagé, déjà des solutions. L'article 51 a été... Je vais repasser le micro à Frédéric. Si, pour faire bouger les lignes, de ton point de vue, aujourd'hui, c'est une affaire, il faut encore de la réglementation nouvelle, il faut du financement différent, ou il faut de l'organisation et des projets ?
ou les trois, ou rien de tout cela et autre chose? Déjà un peu d'audace, ça serait pas mal. Un peu d'audace. Après, la réglementation, il faut la caler sur les pratiques, il faut la caler sur... Bon, oui, il faut de l'argent pour faire bouger les organisations, surtout les organisations, en l'occurrence pour les hôpitaux, des organisations publiques. Oui, il faut mais il ne faut pas ajouter des réglementations. Je pense que les réglementations en matière de santé, on les empile. Il faut alléger. Mais au-delà de ça, bon. Tu as un exemple d'audace dans les hôpitaux? Non, mais... Oui, mais il y a énormément de choses qui se font dans les hôpitaux. De même que de la même manière que il y a énormément de choses qui se font déjà sur le terrain de coopération entre les différents professionnels de santé, parce qu'il y a un moment, les uns et les autres, ils n'ont pas attendu la loi, ils n'ont pas attendu les règlements, ils n'ont pas attendu les recommandations des fédérations ou des syndicats pour se relever les manches et inventer des réponses aux besoins de prise en charge des populations. Non, la notion d'expérimentation est séduisante et l'approche par article 51 est séduisante, mais en France, on ne sait pas faire de l'expérimentation. Je voudrais quand même rappeler que le mot expérimentation est dans la Constitution depuis 2004, appliqué aux politiques publiques locales, qu'on n'en a jamais rien fait, parce que ce n'est pas dans les gènes de l'État français, dans sa construction administrative, que de savoir faire de l'expérimentation. Là, on va lancer les expérimentations au titre de l'article 51. L'intérêt d'une expérimentation, c'est de savoir exactement comment elle va être évaluée avant même qu'on la lance. Et sur quels critères on va juger de la pertinence, de l'opportunité, de la nécessité de poser éventuellement la question de la généralisation. Or, ce travail préalable de savoir exactement quels résultats on souhaite atteindre, quels outils d'évaluation on pose avant même de lancer l'expérimentation, pour permettre ensuite d'avoir un jugement qui soit le plus, si ce n'est neutre, en tous les cas, le plus affiné possible. Ce travail-là, on ne sait pas le faire. Et l'expérimentation, c'est un mot qui va assez mal avec la culture administrative française. Et c'est très dommage, parce que je pense qu'au contraire, on a beaucoup à faire, à regarder ce qui se passe sur les territoires et éventuellement soit le généraliser, mais il ne faut pas être non plus obsédé par des modèles locaux qui pourraient être généralisables, mais au contraire, par l'état d'esprit de laisser faire. Et il faudrait qu'on arrive, et je voudrais en terminer par là, à ce que notre système de santé, qui est quand même très jacobin, très uniforme, très administré depuis Paris, qui procède d'une vision nationale qui doit englober tout le monde et partout sur les territoires, tourne le dos à cette approche-là, pour au contraire donner des outils de liberté ou des espaces de liberté aux acteurs dans les territoires, pour que ce soit à eux de s'organiser le mieux possible pour répondre à des objectifs de santé publique clairement définis. Et donc ça veut dire un État qui sait exactement ce qu'il veut, ce qu'il attend des professionnels, mais qui leur laisse les marges de manœuvre pour bâtir des réponses appropriées, parce qu'il y a des endroits où on ne pourra pas faire autrement que de coopérer avec le privé, puis il y a des endroits où le privé il n'est plus là, il y a des endroits où les libéraux sont très présents, les médecins de ville sont très présents, puis il y a des endroits où ils ne sont plus là, etc., etc. Et que donc à partir de là, il faut être très pragmatique. Donc, promis juré, la FHF va promouvoir et les initiatives, même différentielles. C'était écrit dans la plateforme de 2017 qui promeut aussi l'approche par la responsabilité populationnelle. C'est un vrai changement de paradigme. Après, est-ce que notre système administratif français, qui est quand même hyper jacobin en matière de santé, enfin, je veux dire, la réforme de l'État s'est quand même assez arrêtée aux portes du ministère de la Santé. Il y a peut-être d'autres ministères, mais elle a pénétré dans les étages de plusieurs autres ministères. La santé, c'est compliqué. Il y a quand même une révolution culturelle qui est d'abord à faire là, parce qu'on peut laisser les acteurs locaux s'épuiser. On peut laisser les professionnels de santé sur les territoires s'épuiser, inventer des solutions. Mais quand il y aura une telle pesanteur de la norme administrative centralisatrice et de cette approche-là, c'est vrai qu'on n'y arrivera pas. Donc la démarche d'expérimentation, je ne voudrais pas que ça soit le chiffon rouge qu'on agite sous le nez des professionnels, d'abord pour leur faire patienter en disant on renverra les grandes réformes structurelles à plus tard, regardons déjà sur quelques territoires. On a lancé des expérimentations il n'y a pas longtemps dans le médico-social, ça s'appelle les PAERPA. Je ne saurais plus vous dire ce que voulait dire cet acronyme. On n'a jamais évalué, personne ne se préoccupe plus de ce truc-là, et pourtant ça a fait des colloques entiers où on s'extasiait devant la capacité du médico-social à faire de l'expérimentation. Donc on ne sait pas faire d'expérimentation, il faudrait être honnête, on ne sait pas faire d'expérimentation parce qu'on ne sait pas en tirer la substantifique moelle. Antoine, même question, s'il y avait vraiment un levier principal, plus de réglementation, plus d'expérimentation,
un financement différent et que la présence que je salue de Monsieur le maire de Nice n'incite pas à plus de langue de bois, bien au contraire, plus d'open-minded. Allez. Bon, d'abord, je crois que Frédéric l'a dit, le système ne bougera pas de lui-même. J'ai parlé de la sociologie des organisations, c'est une règle. Le système est tel, et vous avez vu les parties prenantes qui sont encore plus importantes que dans tous les autres systèmes. Le système ne bougera pas de lui-même, et le système ne bougera pas par la réglementation supplémentaire. On a tenté de le faire bouger jusque-là par la contrainte financière, puisqu'il faut une contrainte pour essayer de faire bouger un système, il faut créer des contraintes. La contrainte financière dans des enjeux de 200 milliards d'euros est telle que lorsqu'on on fait bouger un point, on ne sait pas ce qui va bouger de l'autre côté. Donc la contrainte financière n'arrive pas, ou en tous les cas, elle est trop massive, elle est sous-traitée à Bercy, avec tout ce que ça comporte, et donc elle ne suffira pas. Donc il faut un enjeu extérieur au système pour le faire bouger. Il y en a plusieurs, je n'ai pas la solution. Je ne suis pas un professionnel du secteur. Il y en a plusieurs. Il y en a une qui a été, me semble-t-il, et puisque Frédéric a fait allusion au PAERPA, ça veut dire les personnes âgées en risque de perte d'autonomie. La FEAP a été à l'origine des PAERPA, c'est pour ça que je le dis. À l'origine Oui, réglementaire, l'a proposé. Bon. Probablement, il est possible que les systèmes puissent bouger par le secteur médico-social. Je pense que ce n'est pas abordé. Là, nous ne parlons que de l'hôpital. Or, finalement, ça a été évoqué d'ailleurs par nos collègues, en particulier du Québec et du Canada, où il y a une continuité réglementaire tentée par les ARS, mais qui est malgré tout totalement focalisée chez nous sur l'hôpital. Qu'on le veuille ou non, on ne parle que de l'hôpital. Or, il est possible que le système puisse bouger les contraintes extérieures, je dis, par exemple, par le secteur médico-social. Voilà, bon. Non, je crois que tu as parfaitement raison. Et c'est Lamine, tout à l'heure, tu as proposé, pour faire bouger les lignes, que le privé prenne la moitié des patients qui arrivent aux urgences du public. Bon. Ah, alors si. Sur les urgences, oui, quand même, je ne suis pas d'accord. Ah, il faut que j'arrête. Bon. C'est bon. Sur les urgences, je ne suis pas du tout de l'avis de Lamine. Moi, j'ai un exemple très précis d'un hôpital qui est tout à fait particulier, celui que je préside à Marseille, qui est l'hôpital Saint-Joseph, qui a des médecins libéraux. Donc, il est très... Nous avons créé deux choses. Une maternité il y a une dizaine d'années. Elle a été dimensionnée par les professionnels avec un 8000 passages aux urgences. On est à 25 000 en 3 ans après. Pour les personnes, en dehors de la pédiatrie, on a aussi créé un service des urgences. En 3 ans, il est passé à 25 000 passages aux urgences. Ce qui veut dire que... Mais est-ce que c'est une bonne chose? J'en suis pas certain. On est passé en 3 ans on avait prévu 8 000 à 50 000 passages aux urgences. Comment? Non, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose. Lamine, en quelques secondes. Puis quelques secondes. Sur le titre, les politiques d'accès, moi j'aurais rajouté d'égalité. Oui. D'égalité. Parce que Cécile Courage l'a très bien dit ce matin, c'est la connaissance et l'orientation. Aujourd'hui, quelle est la demande? C'est de trouver un médecin, si possible bon ou formé, rapidement et pas trop loin de chez soi. C'est les 4 questions. Donc on n'est pas vraiment dans l'égalité parce que quand on répond à ces 4 questions, c'est qu'on est informé. Aujourd'hui, l'information médicale, on en est encore aux pages jaunes. Hein. C'est les pages jaunes. Pour trouver un médecin, tu fais les pages jaunes. On est complètement archaïque. J'ai été auditionné par le Conseil d'État pour essayer de déréguler. Doctolib, c'est pas mal. Oui, mais c'est les rendez-vous. Oui. C'est les rendez-vous. J'ai été auditionné par le Conseil d'État pour essayer de libéraliser un petit peu l'information médicale et la publicité. Voilà. Je pense qu'il faut s'ouvrir et je rêve d'un algorithme, l'intelligence artificielle, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, qui nous dise, voilà, j'ai ça, j'habite là, je cherche un médecin. Quel est le schéma? Quel est le schéma et quel est le médecin qui, avec Doctolib ou un autre, va pouvoir me donner rendez-vous demain à 14h? Et si possible, près de chez moi. Quand on aura fait ça, on aura une fluidité, parce que c'est impensable de penser que sur le territoire, là, nous sommes tous, si on calcule notre niveau d'instruction, bac plus 15 de moyenne. Mais la population, c'est pas ça. Et la population, quand on me demande dans une ville où je vais, lorsqu'un copain me demande dans une ville où je vais et que je ne connais pas, trouve-moi s'il te plaît un médecin, je galère énormément. Et j'appelle la clinique du coin.
ou l'hôpital. Mais si on arrivait avec cette intelligence artificielle à avoir un parcours avec des médecins identifiés, formés, recertifiés, ce serait parfait. Dominique, tout à l'heure, à juste titre, Philippe a évoqué le problème de l'évaluation. C'est quand même le rôle de la HAS. Alors aujourd'hui, on met évaluation et pertinence un peu sur le même plan, enfin pas tout à fait, mais ça se rejoint. Est-ce que la HAS va arriver à avoir un corpus d'évaluation et de pertinence qui s'impose à tous? Allez, soyons clairs. D'abord, très rapidement, l'évaluation, c'est pas l'affaire de la HAS. C'est l'évaluation. Bon, la HAS, Ouais, c'est là mais ça, pour tu bottes en l'outiller. touche, Elle est là. là pour l'outiller. Mais ça a été Ouais. dit tout à l'heure dans la première table ronde. Il faut effectivement qu'on ait la démarche de l'évaluation. Ça renvoie à ce qui a été dit par plusieurs d'entre nous là sur le fait qu'on ne s'est pas expérimenté. On ne s'est pas expérimenté parce que dans ce pays, il y a une responsabilité des pouvoirs publics. Ils utilisent l'expérimentation pour faire des petits espaces qui sont des soupapes, mais très contraintes, dans lesquelles on cantonne l'innovation. Mais aussi, il faut savoir que les professionnels ont un mal fou à accepter la rétroaction. Quand vous mettez un dispositif quelque part, allez le reprendre. Bon, donc il faut qu'on entre dans cette culture de l'évaluation et c'est pas la HAS. La HAS a simplement l'outillage et disons une certaine forme de rayonnement, je pense qu'on peut le dire, pour la qualifier, mais ce qu'on a appelé l'évaluation des technologies de santé et ce qui dans le jargon s'appelle le full HTA, c'est-à-dire l'évaluation des technologies avec l'efficience, doit devenir l'affaire des professionnels, de tous les porteurs de projets de l'article 51 et des suiveurs. Tout le monde doit se mettre dans cette logique-là, qui est une logique professionnelle. On évalue sous contrainte d'efficience. La ministre a fixé un objectif à la présidente de la HAS. À la fin de l'année 2018 ou peut-être mi-2019, on aura pour 10 des pathologies les plus fréquentes ou des parcours, on aura quelque chose de vraiment simple. C'est parti, là, il y a Anne-Marie Armand Terrasse qui est là. Catherine Grenier qui est directrice en charge de tout ce programme à la HAS. Oui, c'est parti. Oui, il y aura simple et compréhensible par tous. Simple et compréhensible, la HAS est parlé français. Quelquefois, un langage un peu châtié. Elle sait même parler sur une page recto verso. Il faut aussi le dire et le regarder. Il faut là aussi, il faut balayer devant notre porte, hein, c'est-à-dire que globalement, on est dans des temps contraints. Et il faut qu'on sache matcher à la fois cette culture de l'évaluation qui est parfois sur du temps long, l'histoire du T0 et du T2, T3, ça ne se fait pas en 3 jours. Hein, et par ailleurs, le fait que les pouvoirs publics, les régulateurs attendent des réponses qui sont dans le tempo politique. Bon, c'est compliqué, mais ce n'est pas non plus insurmontable. On va y arriver. Je dis à Didier qu'on n'a plus de timer depuis 10 minutes, donc on a encore 2 heures devant nous, donc c'est très bien. Et monsieur le ministre, monsieur le maire est tout à fait content de participer. On va d'ailleurs lui donner la parole dans quelques instants. Mais Philippe, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est très proche. Totalement. Mais en même temps, il faut bien les faire, ces réformes. Est-ce que... Alors, oui, de toute façon, et à quel rythme? Je suis très content de cette question, bien évidemment. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que je suis à l'initiative, en 2002, de ce qu'on a appelé les infirmières azalées. Ah, bravo. Voilà. Bravo, il faut le dire. Ça, c'est une vraie réussite. C'est une réussite qui est une réussite des unions, hein, mais qui a été faite et qui a été finalisée en 10 ans. Une finalisation en 10 ans, ça veut dire passer 3 mandatures d'union avec des majorités différentes, donc politiquement arriver à faire l'unanimité sur un sujet pendant 10 ans, budgétairement accompagner cela, l'emmener au niveau national et avoir une reconnaissance nationale de la chose. Et ça ne peut se faire que sur 10 ans. C'est le temps nécessaire, à mon avis, pour avoir une grande réforme structurelle dans notre système de santé. Pour ceux qui ne connaissent pas Azalée, c'est des infirmières qui font le boulot du médecin, quoi. Non, du tout. Du tout. C'est parti du mot d'ordre de mon syndicat en 2010, c'était « Médecins d'abord, notre combat ». C'était en fait redonner du temps médical aux médecins et le dégager de temps que l'on jugeait à l'époque inutile, hein, du moins mieux utilisé autrement.
D'accord? Donc ça, on a monté une deuxième chose au niveau des unions qui est en fait le traitement des données. Ça a été aussi 10 ans. Bon, donc je pense qu'effectivement, il y a nécessité d'évaluation. Je rajouterais bien politique d'accès aux soins de qualité. La qualité, tu l'as dit, c'est vraiment complètement fondamental. Donc politique d'accès aux soins de qualité. Donc qualité, évaluation et temps. Un mot, pas plus de chacun d'entre vous. Espoir, contrainte, expérimentation, qualité, c'est quoi le plus important? Je pense que l'expérimentation est nécessaire et les contraintes extérieures, et en particulier le rôle du médico-social dans le système. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, expérimentation, c'est tentant si on sait vraiment en tirer les leçons. Je pense que c'est l'esprit de liberté et d'initiative qu'il faut valoriser aujourd'hui. Être positif et être fier de ce qu'on fait parce que nous le sommes. Philippe? J'attends beaucoup de la tribune que j'ai co-signée avec toi sur les statuts des médecins et tout ce que l'on peut en tirer après. Faire confiance aux énergies des acteurs. Merci.